Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Elobolo. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, toujours comme les sujets précédents, qui concerne la santé, mais pas que. Le sujet qui nous interpelle ces jours-ci, en fait, c'est un sujet qui nous touche personnellement ou touche ceux qui sont autour de nous. Ça nécessite que nous ayons quand même quelques connaissances de base pour pouvoir nous aider ou les aider à se sentir mieux dans leur peau. En fait, quand je parle d'un sujet qui touche toutes les sociétés. Que ce soit de l'enfant à l'adulte, tout le monde y passe. Et là, je parle justement du VIH-Sida. Les personnes vivant avec le VIH-Sida, ce sont des personnes qui sont sensibles. Ce sont des personnes qui font face à beaucoup d'obstacles. Et j'aimerais en fait qu'on aborde ce sujet ensemble pour les soutenir, pour mettre en avant en fait ce dont ils ont besoin, pour qu'ils ne se sentent pas non seulement marginalisés, mais au moins qu'ils retrouvent dans l'alimentation ce qu'il leur faut pour permettre à leur organisme d'être suffisamment fort, pour contrecarrer, tout du moins diminuer considérablement l'effet du VIH-Sida, évidemment avec les médicaments qui seront donnés pour empêcher la réplication du virus du VIH. Le VIH, c'est le virus d'immunodéficience acquise. C'est un virus qui affecte le système immunitaire de notre organisme. Il a la particularité qui se lie aux lymphocytes T4, qui sont les soldats de notre corps, pénètre dans la cellule des lymphocytes T4 et en fait se réplique à l'intérieur du lymphocyte T4, les tue et se multiplie ainsi indéfiniment dans notre organisme. Le VIH a cette particularité qu'il ne peut mourir après qu'il ait pénétré le corps de son hôte. Nous devons aussi savoir que le VIH, parce que c'est un virus, va entraîner justement la destruction de nos défenses ou tout du moins la diminution de notre défense immunitaire qui nous permet de lutter contre les bactéries, les virus, les champignons ou tout autre corps étranger qui pourrait affecter l'organisme. En le faisant, il permet donc justement l'installation des maladies dites opportunistes. Et quand on parle ici de maladies opportunistes, on parle justement de la tuberculose, des candidoses. Il y a tellement de pathologies, minimes soient-elles, mais à partir du moment où notre système immunitaire est défaillant, il suffit juste d'un petit peu pour qu'on passe à trépas. Le diagnostic se fait facilement, mais nous savons tous que ce n'est que quand on a une certaine symptomatologie que nous irons consulter. Le dépistage se fait dans les hôpitaux, dans les centres de santé et l'on constate qu'il y a énormément de personnes atteintes du VIH-Sida. En 2022, l'OMS a fait un état de 39 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida, un nombre énorme. Et nous comprenons aisément qu'il s'agit d'une pandémie. Raison pour laquelle nous devons en fait comprendre ce que c'est que le virus du VIH-Sida, comprendre quels sont un peu ses mécanismes et aborder justement la partie nutrition qui affecte les personnes vivant avec le VIH-Sida. Les personnes vivant avec le VIH-Sida, ce sont des personnes au cours d'un dépistage fortuit qui découvrent qu'elles ont le VIH-Sida. Évidemment, à partir de ce moment, l'on va mettre en place une prise en charge. La prise en charge sera biologique, médicamenteuse et nutritionnelle, mais surtout psychologique. Et ici, quand on parle de biologique, on parle des différents bilans qui seront mis en place pour déterminer quel est l'état de santé général du patient. Notamment, on va chercher s'il y a des infections, on va déterminer la charge virale, qui est la quantité de virus que l'on retrouve dans la circulation sanguine. On va essayer de déterminer quel est le taux de CD4. Justement, ça permet de classifier le patient en fonction d'un stade pour permettre une meilleure prise en charge. Et évidemment, on va essayer de faire des examens pour déterminer s'il y a des maladies opportunistes. En dehors de ça, on va essayer de faire une recherche pour savoir comment s'est passée la contamination. Les possibles voies de contamination peuvent être par voie sexuelle, qu'elles soient anale, orale ou vaginale, par la transmission de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement, ou encore par l'utilisation des objets tranchants qui vont justement
infectés et ces objets tranchants, on peut les retrouver à domicile, dans les salons de coiffure ou tout autre lieu qu'on pourrait juger anodin. Quand on regarde dans ces modes de transmission, on comprend que nous tous, nous sommes exposés. C'est la raison pour laquelle, après cette prise en charge biologique, après cette recherche justement de l'origine possible de la transmission, on va passer justement à la prise en charge proprement dite. On va établir justement un protocole qui va permettre de mettre le patient sous un traitement. L'anorexie, l'amaigrissement, l'asthénie sont justement ces symptômes qui poussent le patient à venir à l'hôpital. Il peut aussi avoir une fièvre qui est persistante, qui ne cède pas aux antalgiques, qui ne cède pas aux antibiotiques, qui ne cède pas à un traitement quelconque. Et quand le patient donc arrive, après tout ce cheminement de la prise en charge, on va entrer dans le suivi proprement dit. Nous devons déjà savoir que le patient doit être suivi psychologiquement parce qu'à partir du moment où il a le diagnostic, il peut se poser beaucoup de problèmes. Le problème d'acceptation, le déni et souvent cela entraîne toute une cascade de comportements qui peuvent être préjudiciables pour la personne atteinte de VIH-Sida ou encore pour les personnes autour de la personne atteinte de VIH-Sida. C'est la raison pour laquelle, en dehors de la prise en charge biologique, de la prise en charge médicamenteuse, on va passer à la prise en charge des mesures hygiéno-diététiques. On parle de mesures hygiéno-diététiques parce que l'hygiène est très importante. Elle est déjà importante avant de contracter la maladie, elle est encore plus importante après avoir contracté la maladie. Cela veut dire que parce que nous sommes malades, nous devons donc faire attention pour ne pas nous réinfecter, pour ne pas attraper d'autres pathologies ou ne pas infecter des personnes qui sont autour de nous. Le patient porteur de VIH doit comprendre que son hygiène doit être méticuleuse. Une hygiène méticuleuse permet justement de contrecarrer beaucoup d'infections. Cela passe par le non-partage du matériel tel que les brosses à dents, du matériel coupant les lames, les coupe-ongles et beaucoup d'autres objets tranchants. Et surtout aussi lors du partage des éléments au niveau de la cuisine, notamment les couteaux, les fourchettes. Ces petites choses qui paraissent anodines peuvent infecter les personnes autour de nous. Donc, avoir son propre matériel assure une meilleure sécurité pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Dans la continuité des mesures hygiéno-diététiques, le patient doit savoir qu'il doit stopper l'automédication. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le contrôle déjà tout au début de son organisme. Et il doit maintenant définir un contrôle de son organisme. Donc, arrêt de l'automédication, arrêt des boissons alcoolisées, arrêt de la cigarette, arrêt des drogues et plein d'autres produits qui pourraient affecter le processus de traitement pour lui permettre d'être un porteur sain. Et quand on parle ici de porteur sain, c'est une personne qui a contracté le VIH-Sida, mais dont la charge virale est indétectable. Ici, quand on parle de charge virale indétectable, on parle de 50 copies par millilitre de sang. Et il faut donc que l'on sache que, à partir du moment où la charge est indétectable, on comprend que la personne vivant avec le VIH-Sida prend très bien son traitement. Ce traitement est appelé traitement antirétroviral. Le virus du VIH-Sida affecte particulièrement les lymphocytes T4 parce que tout simplement, ces lymphocytes ont à leur surface un récepteur que reconnaît le virus pour pouvoir pénétrer dans la cellule. Et lorsqu'il pénètre dans la cellule, il va se répliquer comme je l'ai dit tantôt. Les traitements antirétroviraux sont justement ces traitements qui vont essayer de bloquer la propagation du virus du VIH à partir de sa réception au niveau de la surface de la cellule et sa réplication, sa synthèse à l'intérieur de la cellule ou même encore de sa sortie hors du lymphocyte T4. Étant des produits pharmacologiques et pharmaceutiques, on comprend aisément qu'ils peuvent entraîner une cascade d'effets indésirables ou effets secondaires qui pourraient affecter justement la vie de la personne vivant avec le VIH-Sida. C'est le cas des personnes qui peuvent prendre du poids ou perdre du poids. La perte du poids, on l'observe généralement parce que les personnes vont développer
un ensemble de symptômes qui vont affecter leur façon de s'alimenter. Les symptômes qui généralement apparaissent avant le diagnostic ou à partir du moment où on a le diagnostic sont multiples. On peut avoir les nausées, les vomissements, les diarrhées, les constipations, les céphalées, les vertiges et beaucoup d'autres symptômes. Mais ce qu'il faut qu'on leur retienne, c'est que il y a une partie des symptômes qui est liée au traitement antirétroviral que l'on prendra et il y a une autre partie des symptômes qui peut être liée non seulement aux maladies opportunistes qui sont déjà installées ou encore au stress. L'accompagnement multidisciplinaire est donc nécessaire pour la prise en charge du patient vivant avec le VIH-Sida. On commencera justement par une équipe médicale ou infirmière, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi un accompagnement nutritionniste, diététique, mais aussi un accompagnement psychologique ou psychiatrique parce que ces personnes se retrouvent confrontées justement à une situation au tout début qui les dépasse, mais qui avec le temps et l'accompagnement, ils peuvent donc développer un certain contrôle et vivre comme toute personne normale de tous les jours que nous voyons. L'alimentation de la personne vivant avec le VIH-Sida doit être hyperprotéinée et hyperlipidique. Quand on parle ici des protéines, on parle des protéines végétales comme des protéines animales. Dans le cadre des protéines végétales, nous avons, je vais prendre l'exemple des pays africains comme le Cameroun, nous avons le folon, nous avons le ndolé, nous avons le ouattalive, nous avons la feuille de coque, nous avons la feuille de manioc, nous avons les épinards, nous avons la feuille de macabo, nous avons la feuille de keleng-keleng, nous avons le gombo, nous avons énormément de feuilles qui sont utilisées dans divers repas, diverses sauces. Quand on parle des protéines animales, il est préférable de consommer plus de poissons que de viande. Quand on parle d'une alimentation riche en lipides, on parle ici d'un certain type de lipides. Les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Dans les acides gras monoinsaturés, on parle des aliments riches en oméga 9. Les aliments riches en oméga 9, nous pouvons citer quelques-uns, notamment les avocats, les arachides, les olives, les noix de cajou. Lorsque l'on parle des acides gras polyinsaturés, on parle des oméga 6 et des oméga 3. Les oméga 6, ce sont les huiles. L'on retrouve l'huile de palme rouge, on retrouve l'huile de tournesol, on retrouve l'huile d'olive, on retrouve beaucoup de types d'huile. Et dans les oméga 3, on va retrouver notamment les poissons tels que le maquereau, le thon, les anchois et beaucoup d'autres petites céréales comme maïs, les noix et autres types de céréales. La personne vivant avec le VIH-Sida doit mettre un accent sur son hydratation. L'hydratation est importante. Pourquoi? Parce que ces personnes, justement, ayant un système immunitaire déficient, peuvent facilement attraper des maladies orofécales, et notamment ce qui pourrait entraîner des diarrhées ou des vomissements. Donc, ils ne doivent jamais manquer à domicile de sel de réhydratation orale. Et s'ils n'en ont pas, ils doivent avoir la capacité, ils doivent connaître comment constituer à domicile une eau qui va permettre de les réhydrater. La consommation aussi de fruits, notamment des agrumes, permet justement aussi une bonne hydratation, mais pas que une hydratation, parce que nous avons aussi appris que les fruits aussi sont constitués de fibres, ces fibres qui vont permettre justement le bon transit. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous a apporté un supplément d'informations sur ce que vous saviez déjà. Je vais laisser dans la description de la vidéo un lien qui vous permettra d'aller lire un article qui va encore vous édifier un peu plus, non seulement sur le virus du VIH, mais notamment sur son traitement antirétroviral. À bientôt.